fait. Donc, Ouj, en fait, on est une plateforme, une, pla une plateforme qui réunit en fait des restaurateurs et gastronomes africains. Donc, africains et caribéens, afro-caribéens, il faut que je précise. Et en fait, le but, c'est de justement pouvoir se réunir comme ça tous ensemble et pouvoir discuter de certains sujets qui touchent, qui sont propres à l'Afrique, à la Caraïbe, et puis essayer de trouver ensemble en fait un moyen de porter notre cuisine à l'international et de la faire connaître un peu plus. Donc voilà, ça c'est un peu Ouj, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire. Alors je vais me présenter moi, donc je suis chef Alison. Je suis dans le métier depuis 8 ans maintenant. J'ai fait ma formation en France, ensuite j'ai voyagé un peu à gauche à droite, je suis partie aux États-Unis, j'ai travaillé chez Paul Bocuse, j'ai travaillé en France aussi également. Et depuis 2 ans et demi maintenant, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, où je suis chef dans un restaurant de la place. Voilà, pour un peu ma petite présentation. Donc je vais vous demander à chaque chef de se présenter aussi, en commençant par chef Aïna Madison, parce que les femmes d'abord. Donc je vais vous demander de vous présenter un petit peu chef Aïna, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, le micro est coupé. Là, c'est mieux. Ah voilà, là c'est mieux. On ne vous entend plus. Le micro est ouvert, mais je ne vous entends plus. Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà, là c'est parfait. Peut-être mieux, ok. Là c'est parfait. Ok. Donc, je disais, je suis chef Ainara Madison. Je suis chef à domicile et chef en ligne également et traiteur événementiel pour la promotion de Madagascar. Donc, moi, je suis dans l'activité depuis 2017, suite à une reconversion professionnelle. Mon domaine avant, c'était la finance, rien à voir du tout avec la cuisine. C'est clair. Voilà. La cuisine a toujours été ma passion. J'ai toujours aimé cuisiner, aimé recevoir les gens et aimé cuisiner aussi pour les gens. Donc voilà, ça commence par la famille, les amis. Ça a commencé comme ça. Puis un jour, suite à un licenciement économique, j'ai fait un bilan de compétences et il s'avère que les métiers de bouche pouvaient être mon métier. Et là, je me suis posé la question, pourquoi tout simplement ne pas en faire mon métier, ma passion. Et je me suis donc professionnalisée via un CAP de cuisine pour me permettre aujourd'hui d'exercer mon activité pleinement. D'accord. Okay. Et alors, chef Omiel, on vous écoute. Chef Omiel, de mon nom, J.R. Omiel Ngunga, chef cuisinier et meilleur entrepreneur de l'année au Gabon. Et autodidacte, il faut le préciser, parce qu'en fait, je rentre dans ce domaine comme un, on va dire quoi, comme un super-héros. C'est-à-dire que tu obtiens des pleins pouvoirs parce que c'est pas un métier que je souhaitais faire à la base. Je suis rentré là-dedans, j'ai trouvé une voie et j'en ai fait une passion. Et Chef Omiel, c'est le prix de meilleur plat au Bocuse d'Or Afrique à Marrakech. C'est un restaurant au Gabon. C'est un restaurant qui fait dans la cuisine, on va dire quoi, c'est un slogan qui parle de haute couture. C'est un restaurant qui va faire de la haute cuisine, qui va essayer de redonner à la cuisine africaine ses lettres de noblesse. En gros, c'est ce que nous faisons ici dans l'optique, notre vision panoramique qui aujourd'hui nous permet de viser l'international en disant aujourd'hui le restaurant le Chef Omiel d'Hydroville se veut s'implanter dans d'autres pays également. Donc en gros, c'est ce que je pourrais te dire à mon sujet. D'accord, ok, très bien. Alors notre thème aujourd'hui, c'est comment mieux s'organiser ensemble pour la gastronomie africaine. Donc j'aimerais savoir, alors venez de nous dire à peu près que vous faites de la haute cuisine africaine. Comment est-ce que vous organisez au niveau des produits, au niveau des recettes? Est-ce que vous faites de la profusion? Est-ce que vous faites de la création? Comment est-ce que vous utilisez cette cuisine africaine? D'accord. Alors déjà pour commencer, à la base je me suis dit, ça fait 16 ans que je cuisine et quand j'ai eu 12-13 ans de cuisine, je me suis dit, je suis plutôt en train d'être on va dire quoi, ce chef africain qui prône pour une cuisine extérieure. Ok? Et je me suis dit, c'est pas normal. Je suis un Africain, j'ai grandi avec ma grand-mère pour une partie de ma vie. J'ai appris ce que c'est la cuisine africaine. Et moi, en tant que chef aujourd'hui, c'est mettre en avant ces produits. Et je me suis dit, je peux pas, moi, prétendre, parce que je suis du sud du Gabon, je me suis dit, je peux pas prétendre faire de la cuisine gabonaise en me basant sur ma province. Pour faire de la cuisine gabonaise, il faut faire le tour du Gabon. Il faut comprendre ce qui se faisait à l'époque ou ce qui se fait dans chaque province. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'exode rural, avec les mariages, on va dire quoi, dans certaines provinces ou dans toutes les provinces du Gabon aujourd'hui, on retrouve la même chose.
Et je me suis dit, bah, c'est pas possible. Il faut aller, il faut un retour aux sources qui va me permettre de me connecter avec ce qui se passait dans le temps. Et du coup, j'ai fait une tournée nationale. J'ai fait 45 jours autour du Gabon. Il était question pour moi d'aller à la recherche des recettes traditionnelles dont les secrets sont détenus par nos grands-mères. Et j'allais dans les villages, partout dans les fins fonds, parce que je voulais savoir ce qui se mangeait à l'époque, la pêche, la cueillette, etc., etc. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'on a une cuisine grand-mère. On se dit comment ramener cette cuisine au bout du jour, comment sublimer cette cuisine. Et je me suis dit dès le départ, ce qu'il faut faire, c'est déconstruire les recettes traditionnelles, étudier la structure des produits, reconstruire afin de rehausser les saveurs. Je ne me dis pas, la cuisine africaine, c'est celle-là. Et ce que je veux faire, c'est juste apporter une technicité. Non, je me dis, je vais déconstruire, je vais comprendre le produit, je vais monter ma maison pièce par pièce afin de pouvoir mieux appréhender le sujet. Et c'est ce que j'ai fait. Le restaurant Le Chef au Miel, par exemple, on propose une cuisine déconstruite, une cuisine avant-gardiste, une cuisine folle, une cuisine innovante. Et comment on procède? On va dire quoi? Moi, en étant autodidacte, donc forcément, j'ai appris sur le terrain, mais forcément, ce qui est magnifique, c'est que on va aller sur des recherches, on va faire des recherches, on va essayer de comprendre le produit. Et ce que je dis souvent aux gens dans la cuisine, c'est 80% de réflexion et 20% dans la mise en exécution, parce que ce qui est dans mon assiette est d'abord pensé et d'abord cuisiné dans mon esprit. Et donc, on va faire de la faux fusion à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on va se servir on va dire, des connaissances venues d'ailleurs. On va se servir de la technologie extérieure pour pouvoir développer la nôtre. Mais au-delà de basse température, de thermoplongeurs, de fumogènes, de tout ce qu'on peut retrouver dans ma cuisine, parce que je suis quelqu'un d'assez, on va dire quoi, j'aime bien être en harmonie avec mon temps. Et je me dis, s'il y a des nouvelles technologies, s'il y a des nouveaux produits qui sortent, ben, je veux m'en procurer. Pourquoi? Pour pouvoir développer ma cuisine. Mais au-delà de ça, on a aussi, on va dire qu'on a des techniques de cuisson africaines, on a des goûts. Et au restaurant Le Chef au Miel, j'ai justement essayé de reproduire ces goûts, de reproduire ces saveurs sans pouvoir dénaturiser le produit. Et maintenant, on se dit, par exemple, nous, ce qu'on propose au restaurant Le Chef au Miel, c'est de se dire, si on regarde ma cuisine avec des yeux, on se dira, ce n'est pas de la cuisine africaine. Mais si on ferme les yeux et qu'on déguste cette cuisine, on se dit waouh. Et là, on comprend les possibilités. Et je me dis aujourd'hui, parce que pour certains, on se dit la cuisine africaine n'a pas besoin de feeling, elle n'a pas besoin d'être belle, elle n'a pas besoin d'être raffinée. Je dis c'est pareil avec la femme africaine. Pour certains, on a besoin d'avoir la femme africaine avec ses cheveux naturels, avec son teint naturel. On ne veut pas de make-up, on ne veut pas, mais on est obligé. On est obligé de l'accepter. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'évolution. Et la cuisine également, elle a besoin d'évolution. Puisque la cuisine a besoin d'évolution, on va apporter cette évolution à la chose. Après, comment c'est perçu? Bah, allez-y comprendre. Au début, par exemple, ça fait 1 an et demi qu'on existe. Au début, par exemple, c'était compliqué. Pourquoi? Les 6 premiers mois, personne ne venait au restaurant. Ceux qui venaient faisaient demi-tour. Ils se disaient, mais ils sont pour qui ce gars? C'est un malade, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre quand il va ça? Mais après, ils ont compris l'importance de mon restaurant. Aujourd'hui, le restaurant Le Chef au Miel, il est parmi les meilleurs restaurants du Gabon parce qu'on propose une cuisine comme personne. On propose une cuisine qui n'a pas de semblable. Donc, en gros, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à votre question. D'accord, très intéressant. Je vais juste avoir aussi l'avis de chef Aina et je reviens à vous poser des questions sur ça. Chef Aina, je voudrais savoir du coup, vous, c'est quoi votre vision de votre cuisine africaine? Je crois que vous faites surtout de la cuisine malgache, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quoi votre vision à vous? J'ai bien écouté ce que le chef a expliqué tout à l'heure et je suis très admirative et à la fois très contente d'entendre un Africain comme moi parler de la cuisine de cette façon-là. Il a tout compris. La cuisine pour moi, je suis une grande amoureuse de la cuisine populaire malgache. Et en fait, c'est cette cuisine que on peut dire revisiter, mais c'est de la même manière, c'est-à-dire que j'ai pris chaque élément, chaque ingrédient de chaque mets, et à partir de là, je garde l'élément principal qui ne doit pas changer, et ce que je peux changer autour avec les produits de saison me permettent d'être en accord aussi de là où je suis. Et à côté de ça, le goût est très important. Et comme il disait si bien tout à l'heure, la cuisine, en fait, elle correspond sans doute
à notre histoire, ça je suis convaincue, à notre histoire, chacun en tant que cuisinier. Et en fonction du vécu, en fonction des voyages, en fonction de tout ce qu'on a inculqué depuis nos bagages, en fait, et ce sont les émotions qu'on va transmettre à travers nos plats. Et les gens, ils ont juste à fermer les yeux, à comprendre l'histoire, comprendre pourquoi on a fait tel choix de produit, quelle est l'histoire de ce produit, pour comprendre en fait l'histoire qu'il y a dans l'assiette. Et sa démarche d'avoir fait son retour aux sources est vraiment primordiale pour moi. Enfin, en ce qui me concerne, c'est même vital en date d'aujourd'hui. J'ai besoin de faire ce retour aux sources pour aller au fin fond de mon pays, pour découvrir, parce que Madagascar est composé de 18 ethnies, pour aller découvrir les régions, les ethnies et pour comprendre comment, à partir des us et coutumes, à partir comment dirais-je, des flux migratoires qu'il y a eu dans l'histoire de Madagascar, comment les cuisines sont interprétées en date d'aujourd'hui. Et j'ai besoin de ça pour m'exprimer encore plus et pour tendre encore plus vers cette transmission, transcription et pérennisation de notre patrimoine culinaire. Voilà. Est-ce que vous avez l'envie d'intégrer d'autres cultures, d'autres cuisines africaines, pardon, ou pour l'instant vous voulez faire que de la cuisine malgache? Je suis quelqu'un de très ouverte d'esprit dans ma démarche, dans le sens où je trouve que moi je suis effectivement malgache, mais je fais partie du continent africain. Donc, avant que Madagascar soit, entre guillemets, un petit peu séparé géophysiquement, on va dire, c'était dans le continent. Donc, dans le continent, ça signifie que dans l'histoire de Madagascar en elle-même, il y a des influences africaines. Donc, il est tout à fait normal pour moi de m'ouvrir à cette cuisine du continent pour me permettre justement d'évoluer et de comprendre l'histoire de mon pays aussi et de l'histoire de l'Afrique par la même occasion. Je trouve que c'est important de faire cette démarche-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on peut s'en rendre compte. Je me suis trouvée dans des situations où je suis avec d'autres chefs à cuisiner et en fait, on discutait, il y a les ingrédients, il y a des produits qui sont les mêmes, mais on les utilise différemment. Et il y a des fois quasi la même recette, mais on ne la fait pas pareil. Voilà. Donc, je trouve que c'est une richesse, cette diversité, et il faut l'exploiter justement. Et moi, ce qui m'amuse et ce que j'aime, c'est justement d'exploiter cette diversité-là, tout en mettant en valeur mon pays, bien évidemment, avec les produits que je vais utiliser, mais tout en m'intéressant aussi au savoir-faire des autres, parce que l'Afrique, elle est belle, elle est grande, elle est multiple, elle est sur toutes les couleurs. Donc, oui, il faut que le monde connaisse qui on est. D'accord, ok, très bien. Alors, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue la semaine dernière avec le chef qu'on avait interviewé, chef Amada, où on disait justement que c'est important de se connaître soi-même, de connaître l'identité de son pays, de sa cuisine africaine, avant de pouvoir la faire connaître et la faire connaître au grand jour et savoir. Et en fait, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui que déjà que les gens sont réceptifs, mais avant même de parler de l'international, est-ce que les gens, même chez vous, sont réceptifs à cette nouvelle cuisine malgache ou gabonaise? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui fait peur? Est-ce qu'on ne se dit pas ah, mais ce tel plat-là, je ne le connais pas comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'on faisait avant, ce goût-là n'est pas le même et tout ça, machin. Moi, j'ai eu un peu cette expérience ici, donc j'aimerais savoir un peu comment c'est pour vous, votre ressenti à tous les deux. En ce qui me concerne, moi, de par mon parcours, en fait, j'ai touché un petit peu à tout, à la bistronomie, à la gastronomie et à la cuisine populaire. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de définir ma signature culinaire. Je dirais que comme j'adore la gastronomie et j'adore la cuisine populaire, moi, je voudrais, parce qu'en fait, pour moi, l'histoire de nos recettes, de notre patrimoine culinaire, elle part de la cuisine populaire. Après, elle est interprétée en fonction de la situation sociale, en fonction des formations qu'on a eues, en fonction des voyages qu'on a eus, elle est interprétée différemment. Aujourd'hui, en fait, moi, j'assume pleinement ma double culture. J'ai grandi à Madagascar jusqu'à l'âge de 11 ans.
et j'ai grandi sur le territoire métropolitain, enfin, notamment à l'île de la Réunion avant d'arriver en métropole. Donc, moi, j'ai une culture, on va dire, j'ai un bagage, on va dire, qui est malgache, qui est des îles aussi, et qui est également de la métropole, donc ce côté afro-caribéen. C'est important pour moi quand je m'exprime à travers mes mets, parce que c'est mon histoire, je l'accepte. Et aujourd'hui, je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Aujourd'hui, combien de Malgaches vivent à l'étranger, notamment les jeunes générations ou les anciens, qui ont cette double culture et donc qui ont aussi une mode de vie par rapport à la société qui va avoir un impact sur comment ils vont manger. Combien d'Africains aujourd'hui cuisinent africain tous les jours et combien vont dans un restaurant africain? La question se pose. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, la société influence de par le manque de temps. On ne trouve pas les ingrédients, les produits et peut-être aussi que les modes de cuisson qu'on connaît, qui a été transmis de génération en génération, de bouche à oreille, ne correspond pas tout simplement à la société dans laquelle on vit. On n'a pas le temps, il va falloir qu'on cuisine tout le week-end pour préparer quelque chose la semaine éventuellement si on veut manger que ça. Et à partir de là, ma réflexion, c'est se dire, bah voilà, j'ai la chance d'avoir cette double culture, d'avoir appris des technicités qui sont ici, de connaître également comment on fait chez nous. Il y a des produits malgaches qu'on n'utilise pas aujourd'hui, même les malgaches eux-mêmes. Moi, on me dit, mais dans les recettes malgaches, il n'y a pas d'épices. Mais l'épice fait partie de l'histoire de Madagascar. Donc, moi, j'ai fait le choix de mettre en valeur les produits de qualité rare de Madagascar dans ma cuisine, et ce qui correspond parfaitement aussi à mon parcours et mon vécu et mon histoire. Et c'est de cette façon que je transmets ce patrimoine culinaire à tous ceux qui goûtent ce que je fais, à tous ceux qui m'écoutent, et notamment à mes proches, à ma famille, à mes enfants. Et je l'assume complètement. La règle d'or que je me fixe, c'est je n'ai pas de complexe à le faire parce que je l'ai accepté, cette histoire, c'est la mienne. Et ça ne m'empêche pas en aucun cas de mettre en valeur les mets et les produits malgaches et les malgaches eux-mêmes, parce que je fais que ça en fait dans mon activité. Et les gens sont réceptifs quand même, vous trouvez? Oui, les jeunes générations sont très réceptifs, parce qu'en fait, à partir du moment où au niveau, comme il le disait tellement bien tout à l'heure, c'est on ferme les yeux et ça nous ramène à des odeurs, à des goûts, à des saveurs de notre enfance. C'est là la mission d'un chef cuisinier. Complètement. Il n'y a pas d'autre. Il faut que ça amène ces émotions-là. Et quand ça amène ces émotions-là, ce que vous avez dans l'assiette, peu importe comment vous l'avez présenté, peu importe qu'est-ce que vous avez pu y rajouter, mais quand vous êtes fidèle à ça et que ça leur rappelle quelque chose, bah, vous avez gagné. On fait ce métier-là pour ça. Pour ça, complètement. Et chef Omiel, je ne sais pas votre avis aussi sur la question. Bah, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'artisan du détail, vous voyez, ce qui est très important là-dedans, c'est de se dire quelle est l'importance d'un chef cuisinier dans la société. OK? Il y a des clients qui m'ont dit, au départ, quand je lançais mon restaurant, je me suis fait attaquer sur Facebook. On ne comprend pas ta cuisine, tu te prends pour qui? C'est quoi ce délire? Et avant de pouvoir, ou de prétendre séduire un monde extérieur, il faut séduire le monde intérieur. Et je dis, écoutez, ça fait 16 ans que je cuisine. Et dans ces 16 ans, j'ai fait 13 ans dans une cuisine européenne, une cuisine étrangère. Et ça fait juste 3 ans que j'ai développé l'art culinaire local. Et donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de moi à l'époque, on parle de moi maintenant parce que j'ai dû, on va dire quoi, à redonner vie à une nature morte. Et c'est ça, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand je commence, moi, dans le secteur, quand je me dis, il faut développer cette cuisine du terroir, je suis le seul. Et aujourd'hui, il y a eu le Gabon, on a eu des grands chefs, on a eu des anciens, des pères de la cuisine au Gabon, mais je suis le seul cuisinier gabonais qui a fait le tour du Gabon. Pourquoi? Parce que c'est un projet que j'ai pensé. J'ai mis des sous de côté et j'ai fait le tour du Gabon. J'ai dormi dans 3 commissariats parce qu'à un moment donné, on m'a vu avec une mallette de couteau. On m'a pris pour… Et c'est à l'époque où les crimes rituels régnaient. On m'a pris pour un tueur en série. Et je dis non. Je vais justement à la recherche d'un savoir. Et on m'a dit, qui est derrière toi? Est-ce que c'est des politiques derrière toi? Parce qu'on n'a jamais vu un jeune de ton âge faire ce genre de choses. Je dis oui, justement. Parce que moi, je le fais pourquoi? C'est mon amour pour la patrie, mon amour pour la cuisine. Et parce que je me dis, je ne veux pas quitter ce monde sans laisser des traces.
je vais laisser quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je fais comprendre aux gens, écoutez, une tomate est bien plus qu'une tomate lorsqu'on sait, on sait s'y prendre. Une tomate devient une arme quand on sait s'y prendre. Et puis après, attention, la cuisine africaine, c'est quoi? C'est on consomme des corps sans vie. Et puis après, je dis, écoutez, est-ce qu'il y a une différence entre un zombie et un type qui consomme des corps sans vie? Il n'y a pas de différence parce que au bout d'un moment, ce qu'on retient, c'est que la cuisine africaine a des vertus curatives. Elle est médicinale avant tout. Et avant de nourrir l'estomac, elle nourrit l'esprit. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce que je dis aux clients quand on rentre dans mon restaurant. On ne vient pas dans mon restaurant seulement pour se remplir la panse. C'est lui qui se dit, j'ai faim, va manger chez toi. Et puis, à mon restaurant, le client n'est pas roi. À mon restaurant, un client, il ne vient pas dire, je veux manger le poulet. Non, tu manges ce que je te propose. Parce que si tu veux manger le poulet, tu vas le manger chez toi. Si tu veux manger ce que tu veux, tu vas le faire chez toi. Donc, si tu viens dans mon restaurant, c'est que tu acceptes de manger ce que je te propose. Et la seule question que je pose à mes clients, quand ils viennent à mon restaurant, c'est deux choses. La seule chose, les seules questions que je pose à mes clients, finalement, c'est deux choses. Est-ce que un produit est contre votre foi religieuse? Est-ce que vous faites l'allergie à un produit? L'allergie. Si à ce moment, le client me dit non, je sers à ce client ce que je veux. Je sers à ce client ma cuisine, la vision de ma cuisine. Et c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et derrière, il faut éduquer les gens. Je fais comprendre, attention. Manger une cuisine intelligente, c'est prendre soin de son corps. Parce que dans une tomate, on a des vertus. Dans chaque aliment se trouvent des vertus. Et au-delà d'une température, on tue ces vertus. Et ce que l'on mange, c'est quoi? Ce n'est pas une cuisine qui nourrit l'esprit ou le corps. C'est plutôt une cuisine qui vient remplir la panse. Et est-ce qu'à ce moment, on se fait du bien en mangeant? Non, on ne se fait pas du bien. Et du coup, pour se faire du bien, il faut une cuisine intelligente, il faut une cuisine réfléchie, il faut une cuisine qui fait attention aux produits, qui fait attention au temps de cuisson du produit. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, écoutez, là, par exemple, ici, en Côte d'Ivoire, je sais, vous l'appelez la sauce graine. Et nous, on l'appelle au Gabon le niemboué. Moi, quand je fais mon niemboué, maxi, c'est 5 minutes de cuisson. 5 minutes de cuisson. Pourquoi? Parce que ce que je dis aux gens, écoutez, la noix de palme, lorsqu'elle va mijoter longtemps, elle va se concentrer, la pulpe va concentrer et va pisser un taux de cholestérol. Et ce cholestérol, est-ce qu'il est bien pour l'organisme? Non, il n'est pas bien pour l'organisme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de proposer une cuisine qui va écarter ce qui n'est pas important dans la cuisine, ce qui n'est pas important dans un produit. Et quand on mange, moi par exemple, quand je mange le niemboué de ma grand-mère et tout ça, ou de ma maman, c'est niemboué, chose graine, je veux dire, bourré de cholestérol et tout ça. Mais après, quand tu finis de manger, tu as le corps lourd, tu sens le gras dans le corps. Et ce n'est pas intéressant. Et moi, je me dis, on mange pour quoi? On mange pour se nourrir, on ne mange pas pour s'engraisser. Parce qu'on mange pour se nourrir et non pour s'engraisser, on doit faire attention à ce que nous mettons dans notre bouche. Raison pour laquelle, au début, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, les gens comprennent l'importance d'un restaurant comme le mien au Gabon. Les clients, ils viennent de plus en plus. Après, je précise que ma clientèle, au départ, c'était 90% d'expatriés. On avait juste 10% de Gabonais. Ouais. Aujourd'hui, on est dans 10% d'expatriés et 30% de Gabonais. Donc là, les choses sont en train d'évoluer. Ils comprennent l'importance. Et puis après, moi, je dis, écoutez, j'ai commencé par cette cuisine, on va dire quoi, j'ai commencé par du bas de gamme. Après, je me suis dit, ça rapporte pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai une vision, j'ai des projets et je vais attaquer un autre milieu. Je vais attaquer du haut de gamme et je vais faire de la haute cuisine. Et pour ça, il faut s'armer de savoir. Et après, on te dit, et ce qui revient souvent, c'est quoi? Tu peux pas faire de la cuisine gabonaise et la vendre aussi cher. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, par exemple, un tas d'aubergines, il coûte 500 francs et tu ne peux pas revendre ça. Je dis attention, il ne faut pas se gourer. Écoutez, moi, ma cuisine, l'aubergine que je vais acheter, par exemple, à 500 francs, d'abord, je précise que je ne prends pas mes aubergines au marché. Pourquoi? Parce que je crée ce qu'on appelle cette relation de confiance avec mes partenaires. Mais on va dire quoi? Avec mes collaborateurs et je travaille avec des artisans, je travaille avec des agriculteurs. Pourquoi? Parce que l'agriculteur te permet de recevoir le meilleur produit, il va te sélectionner ses meilleurs produits. Et donc, du coup, attention, et ce que je dis à l'agriculteur avec lequel je travaille, c'est écoute, tu me sélectionnes tes meilleures aubergines, tu me sélectionnes tes meilleures tomates, au lieu de te payer, par exemple, le kilo à 700, je te prends le kilo à 1000 francs.
Et donc, tu es sûr que derrière, tu ne perds rien et tu es sûr qu'on a cette relation de confiance. Déjà, c'est ce que je fais. Et puis après, je sélectionne mes légumes moi-même. Et donc, c'est différent du système du marché. Pourquoi? Parce que la commerçante va te vendre les produits les moins bons. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas perdre et c'est normal et tout ça. Et donc, du coup, après, qu'est-ce que je fais? Ce que je te sers dans l'assiette, attention, c'est pas qu'un aubergine. C'est bien plus que ça. C'est quoi? C'est un travail réfléchi. C'est du temps de réflexion. C'est c'est une cuisine on va dire quoi, qui va tenir en éveil ton organisme et qui va apporter du sens à tout ça. Et ce que je fais, c'est une cuisine intelligente. Donc attention, c'est peut-être pas le produit que je te vends. Attention, derrière le produit que je te vends, c'est quoi? C'est un savoir-faire, c'est un cadre, c'est le confort, c'est un service à la hauteur du plat que je te vends. Donc du coup, à ce niveau, ce que tu payes, c'est peut-être pas l'aubergine de 500 marchés, c'est tout un travail derrière, parce que derrière un produit, on a l'histoire de l'agriculteur, on a l'histoire du chef cuisinier, on a l'histoire du serveur qui va servir de croix de transmission entre la cuisine et la salle. Mais donc, c'est tout ça qu'on met en avant, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, les choses sont en train de se faire. Après, et encore ceux qui ne comprennent pas l'importance d'avoir une cuisine comme la mienne, mais ce que je dis, écoutez, on peut pas tous faire la même chose, quoi. Après, chacun choisit son champ de vision. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous avez réuni plusieurs volets qui, je pense, sont importants, notamment le volet où on traite directement avec les agriculteurs et les commerçants. Je vais y revenir dans un instant. Je vais juste accueillir Chef Olivia qui nous a rejoint. Je ne sais pas si elle est toujours là. Je vois qu'elle est connectée, mais il n'y a pas son micro. Donc, bonjour Chef Olivia. Bon, je ne sais pas si elle est là. Donc, je vais poursuivre. Je suis là. Bonjour Chef Olivia. Non, je suis là. D'accord. Bonjour. Alors, je suis là, mais comme d'habitude, je suis en cours. Donc, en fait, on était en train de... Donc, du coup, je demandais à Chef Aïna et à Chef Omiel leur vision, en fait, de la cuisine africaine qu'ils font, eux, dans leur restaurant. Et comment est-ce que c'est perçu, en fait, par les gens du pays, en fait. Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce qu'il y a beaucoup de préjugés? Comment est-ce que ça se passe, en fait? Du coup, je vous pose la même question pour vous. Attends, vous pouvez revenir? Je n'ai pas bien saisi. Non, en fait, je lui répétais en fait la question que je vous ai posée. Donc, comment est-ce que la cuisine est perçue? Est-ce qu'il y a des préjugés? Est-ce que c'est bien accepté? Et du coup, je vous pose la même question, Chef Olivia. Mais je pense que Chef Omiel a déjà répondu. J'ai vécu et je vis la même chose exactement à Lomé. Et c'est aller jusqu'à ce qu'on me demande si je ne suis pas un peu paresseuse, quoi. Parce qu'effectivement, j'ouvre mon restaurant, moi j'ouvre ma table quand j'ai des produits de mon agriculteur, de la personne avec qui je travaille, qui m'ont intéressé, qu'il a eu à me proposer et que je peux faire quelque chose avec. Et je dis aujourd'hui encore, moi je n'ai pas envie de cuisiner pour cuisiner, j'ai envie de cuisiner des choses que j'ai envie et j'ai envie de donner à manger des choses qui ont un sens. Si c'est pour faire la même carte que toute la ville, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, Omiel a vraiment fait la synthèse. Je n'ai pas entendu ma collègue malgache tout à l'heure, mais Omiel, là, ce que je viens d'entendre, c'est exactement le discours que je tiens. Ma clientèle est 70% d'expatriés aujourd'hui également. Les Togolais y arrivent, vraiment, ils y arrivent de plus en plus, mais pour ça, on est obligé justement de faire de la cuisine togolaise, je ne vais pas dire revisiter, mais je vais dire améliorer, dans la mesure où les temps de cuisson, le choix de mes produits aussi est très important. Et encore hier, j'ai fait un yassa. Hier, et j'avais quoi, 6 plats de yassa. Et j'ai eu une nouvelle cliente. Et cette cliente qui me disait, mais il n'y a pas de moutarde, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je dis, bon, ben, quand vous irez, la prochaine fois, quand vous aurez le plaisir d'aller en Casamance un jour et de manger un yassa de Casamance, vous verrez qu'il n'y aura pas de moutarde, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Complètement. Moi, je reproduis le yassa que j'ai aimé, que je mange et que j'aime. Oui, donc, on est effectivement dans la même problématique africaine. On a une cuisine qui est je sais même pas.
On a déjà des produits, des aliments qui sont Ils sont magnifiques, exceptionnels, c'est ça. qui sont exceptionnels. Depuis des années, on nous transforme nos produits magnifiques, exceptionnels, en juste de la... Parce que Monsanto, les engrais, le chimique et tout ça. Mhm. Cultivez, faites beaucoup. Les paysans même sont tellement malheureux parce que ce qu'ils cultivent, ils ne peuvent pas le manger parce qu'ils savent que ce qu'ils mettent dedans, c'est pas bon. C'est pas bon. Mhm. C'est pour Ouais. ça qu'il y a cette, du moins, comment on va dire ça, que les gens arrêtent de cultiver, ils viennent en ville pour chercher du travail et tout ça, qu'ils envoient leurs enfants en ville. Parce que pour avoir beaucoup, ils sont obligés de mettre des engrais. Mais Les ce qu'on leur engrais, a des pas expliqué pesticides. aussi, c'est que si on est dans un village, dans une zone où il y a 500 agriculteurs, si les 500 agriculteurs cultivent de façon décalée, ben, toute l'année, on aura à manger. Et sans engrais et bio. Mais si tous font engrais, chimie, quoi, au même moment, ben, les terres sont en repos au même moment. Et c'est une question C'est d'éducation. logique, en fait. Mais je pense que C'est c'est logique. vraiment une question d'éducation. Mais oui, mais c'est une question d'éducation. Mais ceux qui sont derrière tout ça, ça les intéresse pas. Ah. Mhm. Ça les intéresse pas que les agriculteurs soient éduqués à comment bien cultiver. Ouais. Ça les intéresse pas. Mais Donc je on pense est toujours vraiment... dans ce même... la gastronomie africaine, c'était déjà, c'est pas, ça sent mauvais, c'est ceci, c'est cela. Mhm. Après, nos produits maintenant sont plus bons. Mais moi, au Togo, parce que c'est là où je vis, il y a une population étrangère qui cultive bio au Togo et qui envoie chez lui, sur son continent. Mhm. On n'a pas accès à ça au Togo. Et je pense que c'est un peu dans toute l'Afrique aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire de la politique ou quoi, mais c'est un gros problème. Mhm. Jusqu'à nos mers, on vient pêcher jusqu'à la limite de nos mers. Donc nos propres pêcheurs n'ont plus de poissons. On ne peut plus manger. Donc, gastronomie aujourd'hui, c'est devenu aussi politique. Ouais. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire derrière, c'est-à-dire d'éducation. Déjà, comme il disait Chef Omiel et comme vous dites aussi, c'est vraiment un gros travail d'éducation, un gros travail j'allais dire, je vais pas dire propagande, mais vraiment d'explication en fait. Parce que je pense qu'on faisait les choses bien, on faisait les choses bien avant. On n'avait pas tous ces problèmes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des chefs comme vous qui sont sur le territoire, qui ont vraiment envie de faire des choses, travailler directement avec les artisans. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a une organisation peut-être à créer. Et notamment, quand je vous entendais parler tout à l'heure, Chef Omiel, je me demandais, mais en fait, toutes ces choses, vous avez fait des recherches, vous êtes posé la question, comment est-ce qu'aujourd'hui on s'organise? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour approcher le producteur pour lui dire, voilà, moi, ce que je te propose, c'est de faire comme ça, par rapport à la grande enseigne qui va peut-être lui proposer quelque chose de plus avantageux. Parce que quelque part, en tant qu'artisan, moi, ce que je vois comme bénéfice, c'est qu'en plus de l'argent, tu as cette reconnaissance, tu as ce produit que tu cultives. Mais comment est-ce qu'on amène nos agriculteurs justement à avoir cette fierté-là de dire que ce produit qui va dans le restaurant du chef Omiel, c'est moi, le restaurant de chef Aina ou chef Olivia, c'est moi qui l'ai préparé, c'est un peu grâce à moi que tel plat a ce goût-là ou tel plat. Comment est-ce qu'on s'organise pour justement emmener nos agriculteurs à ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le marché est un peu noyé entre les centres commerciaux, les grands restaurants, la culture intensive et tout ça. Ben moi, pour ma part, je travaille en collaboration avec un jeune homme, Samy, qui est rentré, qui a fait des études d'hôtellerie, restauration, vraiment à Lausanne, des belles études et tout. Il s'est retrouvé à revenir dans son pays, on va dire, de naissance. Hein. Il a grandi au Togo et ses parents travaillaient au Togo. Donc, du coup, quand il a fini ses études, il est revenu au Togo. Il ne trouvait pas de travail à la hauteur de ses diplômes. Et comme c'est quelqu'un qui avait de toutes les façons la conviction qu'il voulait changer quelque chose, il a commencé avec 1 hectare. Aujourd'hui, il est à 3 hectares. Oui, il y a des difficultés d'eau, de soleil, de pluie et tout ça. Mais moi, je suis fière de mettre sur les réseaux sociaux que depuis 1 an, je suis accompagnée par ce jeune homme. Et c'est pour ça que je vous dis, si je ne reçois pas maintenant, je suis en train de voir d'autres personnes parce qu'effectivement,
on est quand même, on a quand même besoin, on a des familles, donc on a quand même besoin de gagner des demandes et on a quand même besoin aussi de gagner notre vie et voilà, de vivre. Donc, je regarde avec d'autres agriculteurs. Mais Samy, s'il me dit, Tata, j'ai que du Beaumont ou de Adéma ou des aubergines et tout ça, eh ben, je compose mon menu de la semaine avec ce qu'il me donne. Je compose mon menu de la semaine avec ce que j'ai. Donc, ça plaît, j'envoie, ça plaît à un client, il prend, ça plaît pas, c'est pas grave. Il y aura toujours un client à qui ça plaira. Donc, j'ai fonctionné comme ça pendant... Et je fais aussi, j'ai monté un petit réseau et on fait des pré-ventes. On fait des pré-achats de nos aliments pour pouvoir aider justement Samy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Samy a une dizaine de mes clients qui ont déjà payé pour 3 mois. Voilà. Donc, ça lui permet de cultiver, d'être tranquille. Et quand ça sera prêt, les gens auront leur... Mais lui, il n'est pas frustré parce qu'effectivement, il a besoin d'argent et qu'il doit faire autrement. Ouais. Mais donc, là, justement, là, vous avez approché un jeune qui a fait des études et tout ça. Comment ça se passe pour les gens qui sont déjà sur place, déjà établis en tant qu'agriculteurs, en tant que commerçants? Comment, justement, on approche ces gens-là pour leur dire, voilà ce que moi, je vous propose, voilà ce que vous pouvez retirer de ça? Comment est-ce qu'on s'organise, en fait? On s'organise qu'il faut avoir qu'on ait le même discours. Il faut que tout le monde ait le même discours. Moi, comme je dis, ça fait 10 ans que je suis installée à Lomé. Je sais pas, j'ai pas changé de voiture, j'ai pas construit de maison, donc voilà. Et j'ai des collègues qui sont là installés et quand on leur dit de ne plus acheter ou bien d'acheter autrement ou d'aller vers un agriculteur qui a besoin d'aide parce que justement il veut plus mettre d'engrais, il veut plus mettre ceci, il veut retourner sa terre et recommencer, ben ça les intéresse pas parce que ça veut dire que leur temps leur façon de faire aussi va changer, donc leurs revenus vont changer. Ouais. Donc si on n'a pas le même discours, en tout cas, si un minimum, si facilement 60%, même 40% des collègues avaient au moins le même discours, on pourrait commencer à changer les choses, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même façon de fonctionner. Et ça, c'est très difficile. Oui, effectivement. Chef Aïna, vous voulez prendre la parole? Oui, par rapport à ce... Bonjour, chef Olivia. Bonjour, chef Aïna. Enchantée, je suis ravie aussi de vous retrouver là. Oui, moi aussi. J'aime beaucoup votre façon de voir et ça rassure et ça encourage à aller dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire, c'est que je cuisine avec les produits que j'ai. Si je vais voir mon boucher, qu'est-ce qu'il a ce matin, c'est ce que je vais faire. Si je vais voir le primeur, voilà, c'est ce qu'il a. Les produits de saison, c'est ce que je vais faire. À partir du moment où on a ces produits qui sont de proximité, de qualité, de saison, c'est une façon aussi de les soutenir, d'aller dans le même sens. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi une démarche qui est à la fois solidaire et responsable. Et à partir de nos cultures à chacun, de mettre en avant nos mets, en s'accommodant aussi avec ces produits qu'on a le jour ou le mois. C'est une façon de se dire aussi qu'on a cette ouverture d'esprit vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui donne aussi envie aux autres qui ne sont pas des Africains comme nous, de vouloir cuisiner parce qu'ils se projettent en se disant « Ah oui, mais tel produit, je peux trouver, donc je peux le refaire. » Si on veut qu'il y ait sur la durée, et c'est la réflexion du jour, comment structurer, comment faire émerger notre gastronomie africaine à l'échelle internationale, mais en commençant déjà chez nous, il faut, je pense, effectivement commencer par effectuer cette démarche solidaire. Aujourd'hui, je suis sur le territoire, je suis en France, sur Paris. Quand je cuisine et que je mets en avant mes mets traditionnels, j'utilise les produits que je peux trouver ici. Et comme je ne peux pas utiliser tous les produits malgaches parce qu'ils n'existent pas ici, ou alors, compte tenu du métier et des exigences, il n'y a pas la traçabilité, eh bien, je me débrouille avec ce que je peux trouver ici. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça, en fait, ça ne nous empêche pas de faire voyager les gens. Ça ne nous empêche pas de donner envie aux gens de nous découvrir. Au contraire, on peut leur expliquer qu'effectivement, il existe tel produit, mais qu'on n'a pas ici et qu'on respecte aussi les produits de saison. Il n'y a pas de mal à ça, en fait.
Ouais. Bien sûr. Et puis, il y a les et épices souvent- aussi. Ce qu'on ne met pas assez en avant, c'est que les épices nous permettent justement de faire voyager. On peut, avec des oui, produits primeurs de France ou des oui, États-Unis, en oui, mettant nos épices locales, eh tout à ben, on fait. fait voyager les gens. Un Mhm. Mais c'est ragoût que vous allez exactement ça. faire. Voilà. Donc, c'est mettre aussi nos épices en avant, En avant. faire que nos épices aient une bonne traçabilité, que nos épices puissent être retrouvées partout dans le monde. Et à ce moment-là, avec n'importe quel fruit, légumes et tout, du moment qu'on a l'épice qui peut Et rappeler aussi, tel ou tel plat, voilà, Ça et ben rappellera forcément. oui, voilà, donc on Ça peut rappelle faire, on forcément. peut faire. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, juste pour, je vous coupe pas, mais c'est vrai qu'il faut qu'on mette en avant nos épices. Oui. C'est ce que je On fais. mette Je en disais avant nos tout à épices. l'heure, vous étiez peut-être pas là, mais je disais elle tout n'était à pas l'heure encore que arrivée, oui. la cuisine, voilà, la cuisine malgache, à la base, on n'utilise pas les épices. Et dans Mm. l'histoire de Madagascar, nous sommes des producteurs d'épices et d'épices de qualité premium. Mais bien Et sûr, c'est oui. l'extérieur qui en profite de cela. Et pourquoi nous, dans nos cuisines, on ne met pas en avant? Donc moi, j'ai pris le défi d'utiliser les épices dans ma cuisine malgache. D'une part, je l'assume, comme je disais, par rapport à mon histoire, mais d'autre part aussi, c'est une façon à moi d'avoir cette démarche solidaire. Tout à fait. C'est-à-dire que je choisis, il y a épices et épices. Je choisis un producteur d'épices qui transforme son produit au pays, qui a un impact social, qui a une vraie histoire qui me parle et qui correspond à mes valeurs. On est d'accord. J'estime aujourd'hui que notre rôle de chef cuisinier, il faut aussi le situer là où il doit être. Nous sommes sur toute cette chaîne, à la fin, dans l'assiette pour le client. Complètement. Nous ne sommes rien sans les autres avant. Tout à fait. Donc, Tout on ne peut pas travailler sans eux. Donc, je mets en avant les épices, je mets en avant le miel, je mets en avant la vanille, je mets en avant aussi des femmes qui se battent pour arriver à être entrepreneurs et faire valoir ces produits rares et de qualité. Je mets en avant des histoires qui me parlent, des valeurs qui me parlent. Et à partir de là, je trouve que c'est déjà quelque chose qui est bien. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir amener le riz ici et souvent le manger. Mais au niveau traçabilité aujourd'hui, c'est difficile. Oui. C'est compliqué. Donc, chaque chose a son temps. Je commence par le miel, la vanille, ok, il y a la traçabilité et je peux, moi, amener sur des événements, aussi bien des événements haut de gamme que populaires, les gens peuvent goûter à ces qualités-là. Tout à fait. Et je pense que c'est de notre responsabilité aujourd'hui de le faire, mais en trouvant aussi un juste équilibre, comme vous l'avez si bien dit, par rapport à ce qui existe là où vous êtes. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous devez utiliser tel féculent et que vous ne l'avez pas, mais qu'il y a ça qui se présente, eh ben c'est celui-là que vous allez mettre en avant. Tel fruit, et bien, s'il n'y en a pas, c'est celui-là, ben c'est celui-là que vous allez mettre en avant. C'est aussi cette capacité d'avoir cette souplesse d'esprit et de s'adapter pour justement créer et amener quelque chose qui va rappeler des souvenirs à d'autres. Voilà. Je vais demander aussi l'avis de chef Omiel du coup. Il y a un bruit là. Je ne sais pas si c'est moi. Ok, moi je vais aborder le sujet. Ouais, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Chef Olivier, essayez de couper votre micro pour voir. Pardon, excusez-moi, parce qu'il y a un petit bruit derrière. Voilà. C'est bon? Donc je disais. Oui, on vous écoute, chef Omiel. Ouais, je regarde. Ah oui, ça va être moi parce qu'il pleut au Gabon. Ah, d'accord. Ah, il pleut. Alors, donc je disais, je vais aborder rapidement le sujet sur deux axes. Le premier, c'est de se dire, on doit fédérer les artisans, normalement, on va dire les cuisiniers, qui souhaitent défendre cette noble cause, doivent fédérer dans un sens afin de mettre les artisans en lumière. Et c'est justement à ce niveau, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai un nouveau contact, si par exemple j'ai un pêcheur qui fait des très belles langoustes et tout ça, ben, je vais partager à tous mes amis cuisiniers. Je dis, écoutez, j'ai un type qui fait des très belles pièces et du surpoids, ça a un bon coup. Et donc, direct, qu'est-ce qui se passe derrière? Ce que je fais comprendre à mes compatriotes, c'est de dire, écoutez, si vous avez un contact ou si j'ai un contact, il faut le partager. Pourquoi? Parce que ça permet à l'artisan derrière de vivre. Si derrière on se dit on a un type qui fait des super produits, on veut le garder pour soi, bah lui il peut pas vendre.
Parce que tu vas pas acheter, tu vas pas acheter tout un, on va dire quoi, Bien sûr. ouais, tous ces produits, tu vas prendre une partie de ces produits. Donc, si tu veux que ton artisan puisse vivre, à un moment donné, il faut partager les contacts. Et une fois, à un moment donné, ce que j'aime bien, c'est aller aux sources. Et une fois, j'ai dit à mon pêcheur, attends, on va aller à la pêche. On est parti à la pêche. On est parti en haute mer. Alors, ce qui se passait, c'était la basse marée. Et donc, on est monté sur un rocher. J'étais en direct sur ma page Facebook. On est monté sur un rocher. Et du coup, comment dirais-je, le moteur est tombé dans l'eau. Et Oui, là, carrément. moi, je ne sais pas nager. Donc, je ne sais pas nager, j'ai sauté j'ai sauté sur le gilet de sauvetage. Et là, c'était waouh. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Ok, parfait. Donc, j'ai sauté sur le gilet de sauvetage et j'ai commencé à trembler. Je me dis, mais là, moi, j'ai pas envie de mourir ici, quoi. Ça va. Et donc, il m'a dit, tu vois justement ce qu'on endure au Ouais, quotidien. tous les jours, c'est Il ça. me dit, même là, c'est Voilà. pire. Parfois, c'est la saison de pluie, on fait la pêche de nuit, il pleut, c'est compliqué. Je dis, mon gars, je ne discuterai plus jamais les prix d'un produit. Quand on me dit c'est tant le kilo, j'achète parce que derrière, je pense un peu au sacrifice que ces personnes endurent. Maintenant, C'est ça, man. si on revient aux agriculteurs, une fois, j'ai discuté avec mon petit père, il me dit, gars, toi, tu es le seul qui me demande des produits sans engrais, sans pesticides et tout ça. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai besoin de vivre. Et donc, si par exemple, il y a plusieurs personnes comme toi qui me rassurent de l'achat de mes produits, à ce moment, je peux me permettre de faire, on va dire quoi, une agriculture sans ces produits pesticides, chimiques et tout sans ça. engrais. Sans pesticides, voilà, et tout ça. Et donc, du coup, vu que ce n'est pas le cas, je suis obligé de le faire. Et moi, pour régler ce problème, le deuxième axe, c'est quoi? De chercher un terrain. Je me suis dit, je dois avoir ma terre et prendre mes agriculteurs et planter mes produits. Et donc, du coup, j'ai acheté une terre. Et là, on est en plein, on a commencé l'élaboration. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est faire une cuisine de saison. Par exemple, la tomate au Gabon, je sais que c'est demain en septembre. Au-delà de cette partie, on n'a plus le droit de consommer la tomate, mais on retrouve la tomate sur le marché. Et c'est quelle tomate qu'on reçoit? Forcément, c'est une tomate biologique. Donc, du coup, on se dit, écoutez, c'est aussi ça, être un chef, c'est éduquer. C'est dire que la nature existe. La nature a mis, on va dire quoi, ce volet, ces produits à un certain moment. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est bénéfique pour l'organisme. Donc, ce qu'on doit faire à un moment donné, c'est consommer ces produits de saison. Une fois la saison passe, on fait la passe également, on s'attaque à autre chose. Tout à Et du fait. coup, moi, pour régler ce problème, je me suis dit, il faut penser la chaîne de transformation. Je me suis dit, là, j'ai ma terre, on va commencer nos plantations. On est en train de nettoyer tout ça, on va commencer nos plantations. Pourquoi? Parce que je me dis, ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est vraiment ce circuit court de la terre à l'assiette. C'est pas de la terre au marché, du marché à mon assiette. Non, c'est vraiment de la terre à l'assiette. Et je ressens ce besoin, cette connexion avec le sol. Parce que je me dis, le sol, c'est vraiment, comme j'aime bien cuisiner des aliments avec la peau, zéro déchet et tout ça. Pourquoi? Parce que je me dis, le sol, la peau d'un aliment, c'est un peu le témoin, parce qu'il est témoin de tous ces changements souterrains, il est témoin de tout ce qui se passe dans la terre, il est témoin de cette vie lointaine. Donc on se dit, et l'impression que j'ai quand je consomme ce type de produits, je ressens une connexion un peu envers ce monde lointain. Et je me dis, c'est pourquoi je vais travailler sur le zéro déchet, parce que c'est une cuisine qui me fait réfléchir, c'est une cuisine qui me rend plus créatif et plus autonome. Et je me dis, pour cette raison, Dieu merci, on a une terre, maintenant on va commencer parce qu'on se dit, si les autres ne peuvent pas changer les choses, on va changer les choses nous-mêmes. On va apporter quelque chose de différent. Parce qu'il ne suffit pas de dire, écoutez, il faut de l'agriculture bio, naturelle. OK, il faut montrer le bon exemple. Je pense que nous également, on est là pour montrer le bon exemple, pour montrer que c'est possible en mettant la main à la pâte. Et j'ai décidé, moi, de mettre la main à la pâte, et on le fera, jusqu'à ce que les choses portent leurs fruits. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. D'accord. Je profite pour passer le bonjour à Chef Amada qui nous a rejoint. Et en fait, je voulais… donc, en fait, quand je vous écoute tous les trois, vous avez un peu la même vision des choses, c'est-à-dire à savoir que c'est notre responsabilité et c'est à nous de promouvoir, c'est à nous de faire le premier pas. Mais en fait, moi qui vis en Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai l'impression que c'est quelque chose de difficile, en fait, parce que, justement, comme je disais, le monopole, et même dans l'éducation du peuple, et on va avoir tendance à plus aller, par exemple, au supermarché, à vouloir consommer des produits européens parce qu'on va se dire que les produits ivoiriens, on les a tous les jours. On mange la cuisine ivoirienne à la maison tous les jours. Je ne vais pas aller au restaurant pour manger
Je ne vais pas aller au restaurant pour manger une sauce arachide. Et puis, en plus, quand regardez comment c'est cuisiné, ce n'est pas la sauce arachide de ma maman ou de ma grand-mère. Donc, voilà, des critiques. voilà, en fait, donc voilà, c'est ça en fait. Ou même Tout le le temps yassa, des j'ai eu critiques. le même cas du yassa pour dire, ah, mais c'est pas le yassa que je connais, c'est pas le yassa de un tel, un tel, un tel. Donc en C'est fait, ce que Chef Omiel disait tout à l'heure, exactement. quand il disait que si tu veux manger comme tu manges à la maison, reste chez toi. Reste chez toi, exactement. Mais du coup, comment, là on a parlé des agriculteurs, maintenant je reviens sur les consommateurs, cette éducation-là, leur apporter ce petit déclic-là. Comment est-ce que chacun, à votre niveau, Chef Omiel l'a abordé brièvement tout à l'heure, mais comment est-ce qu'à votre niveau, en fait, vous les amenez à cette réflexion, à cette acceptation, en fait? Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose de facile. Et il y a au moins, je vais dire, 60% de la population qui est allée à l'étranger, qui a voyagé, qui revient avec son bagage, avec ses envies, ses goûts. Ce Donc, sont les plus fait? critiques. Voilà, exactement. Donc, comment est-ce que justement on s'organise pour que notre gastronomie africaine, notre cuisine africaine avant tout, avant de parler de gastronomie, puisse justement se mettre au même niveau que cette gastronomie européenne ou italienne ou américaine qu'ils ont pu rencontrer ailleurs, en fait. Ou péruvienne, Voilà. qui est une des meilleures gastronomies au monde aujourd'hui, hein. On a beau dire. Japonaise, chinoise, enfin tout ça. Comment est-ce qu'on se positionne, en fait? Ben, moi, pour ma part, je me suis... les 30% là, de locaux que j'ai, et ben, c'est les 30% de... C'est beaucoup de personnes entre 45 et 70 ans. Parce que eux, justement, ont envie de retrouver des saveurs, ont envie de retrouver ce qu'ils connaissaient. Par rapport à la cuisson, par rapport aux produits, aux ingrédients, et les enfants. Donc moi, mon public aujourd'hui, ce sont les enfants et les seniors. Maintenant, ah oui, à un moment donné, parce que comme je disais, on a beau dire, oui, on fait de la cuisine, oui, on veut changer des choses, mais on doit aussi gagner notre vie. Complètement. On peut gagner notre vie tout en éduquant. Et donc, moi, les enfants, c'est ma base, parce que les enfants, justement, ce sont les enfants qui vont emmener leurs parents de 25 à 45 ans, là, à apprécier aussi, à réapprécier ou à apprécier ce que je fais. Parce que quand il va dire à la maison, ah, mais tata Olivia, elle cuisine pas la courgette comme ça, je n'aime pas la courgette quand tu fais comme ça, mais sa maman va faire autrement. D'accord, ok. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à attirer un autre type de clientèle. Et mes 30%, c'est ces personnes-là qui ont découvert ma cuisine à travers leurs enfants ou qui ont des problèmes de santé, cholestérol, diabète, et qui forcément se sont dit, il faut que je mange autrement. Et quand ils ont commencé à manger autrement en venant vers moi, et ben du coup, j'ai formé leurs cuisiniers à la maison, ils prennent régulièrement de l'emporter chez moi, et j'ai commencé à me faire une clientèle comme ça. Ma table d'hôte, elle a 10 personnes, elle a 10 couverts. Ça m'intéresse pas de faire plus, parce que sinon, à la fin de la journée, je vais être frustrée, contrariée, énervée. Parce que les 10 personnes qui réservent chez moi, eh ben, je sais qu'elles veulent manger chez moi. Et elles comprennent la façon comment je travaille. Et après, je fais des événements, je fais des ateliers de cuisine et voilà. D'accord. Et pour vous, chef Aïna, comment ça se passe? C'est super intéressant d'exploiter, de penser à tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'objectif qui est quand même commun quelque part, de se dire comment transmettre le patrimoine culinaire, comment donner envie aux gens de le découvrir, comment le faire connaître, comment le promouvoir, eh bien, ça passe forcément par nos enfants qui sont nos futurs clients de demain, qui, eux, n'ont pas encore acquis des habitudes alimentaires, à part ce qu'ils connaissent à la cantine, et qui ont donc les papilles, on va dire, disponibles pour, je dirais, être beaucoup plus ouverts à découvrir. Donc, c'est un type de clientèle qui, effectivement, peut paraître difficile au premier abord, mais c'est un type de clientèle qu'on s'est acquis quand ils aiment. C'est les plus difficiles aussi pour moi en tant que client, les enfants, parce qu'ils ne cachent pas, ils ne mentent pas. Ils ne vous disent pas qu'ils aiment pour vous faire plaisir. Ils vous disent qu'ils l'aiment. Ils peuvent vous dire, je n'aime pas les carottes. Et une fois que vous avez servi les carottes faites différemment, ils pourront vous dire, j'adore les... Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, les
enfants. Et c'est pour ça que c'est important. Après, les personnes âgées, je suis d'accord également avec chef Olivier, où notre cuisine africaine, effectivement, elle est riche, nos produits ont des vertus. Et effectivement, c'est une clientèle qui est intéressante parce que c'est une clientèle qui doit bien manger de par de leur santé, leur bien-être. Et donc, il est important aussi pour nous aujourd'hui d'accorder de l'importance à eux. Et la clientèle, les générations qui ont grandi, notamment à l'étranger, qui n'ont pas grandi au pays ou qui sont partis faire les études à l'étranger, cette population-là, elle est intéressante aussi parce qu'elle a, je dirais, une vision de notre patrimoine culinaire qui est un petit peu biaisée. Parce que n'ayant pas eu la chance peut-être d'avoir grandi avec la grand-mère, ou n'ayant pas eu la chance d'avoir maman qui était toujours à la cuisine, travail, et bien du coup la cuisine, c'est seulement quand il y a les fêtes familiales et encore. Voilà. Donc il faut pas se dire qu'ils s'intéressent pas. Ils s'intéressent beaucoup. Je pense qu'il faut juste trouver un moyen de les amener à découvrir. Et ils sont aujourd'hui dans une quête d'identité. Et cette quête d'identité passe par l'histoire. Donc, si on amène à part l'histoire, les us, les coutumes et autres à découvrir, à comprendre, ça sera beaucoup plus simple pour eux d'aller jusqu'à la fourchette. D'accord. D'avoir envie de reproduire. De reproduire. Chef Oumiel, vous avez un avis sur la question? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez normalement, quand j'ai décidé de démissionner, par exemple, pour faire une cuisine locale, là, typiquement, on m'a pris pour un fou, on m'a dit ça. Et pour la petite histoire, en fait, je n'ai pas dit à mes parents. C'est à l'Union qu'ils ont su parce que deux jours après ma démission, il y a eu un article sur l'Union qui vantait un peu mes mérites et tout ça. Et c'est à ce moment, mon père personnel a su que j'avais démissionné. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'avec 2 enfants en charge, si je t'avais dit que je démissionnais, tu m'aurais pris pour un fou, tu m'aurais certainement conseillé de ne pas le faire. Et j'ai voulu le faire pourquoi? Parce que j'avais une vision bien précise. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, le monde actuel, il est numérique. Donc, si je veux normalement m'imposer, il faut faire de mon nom une marque. Et je me suis donné un challenge il y a de cela 3 ans. Je me suis dit, parce que de cela 3 ans, on va dire quoi, je vivais dans une petite chambre, dans un quartier sous-intégré, on va dire quoi, de Libreville et tout ça. Et mes enfants vivaient avec ma maman et tout ça. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je ne peux pas faire de la cuisine. Je ne peux pas faire de la cuisine pour ne pas subvenir à mes besoins. Je ne peux pas faire de la cuisine pour vivre de ma passion. Donc, si ce n'est peut-être pas ma voie, peut-être que je me suis trompé de chemin et je vais passer à autre chose. Et je me suis dit, écoute, je me donne 3 ans. 3 ans pour faire de mon visage, on va dire, de ma personne, le visage de la gastronomie, on va dire, gabonaise. Et si j'échoue, j'arrête le métier. Et normalement, les choses ont commencé à prendre. La 3e année, on va dire, à la fin de la 2e année, j'ai eu mon restaurant et les choses ont commencé à fonctionner. Aujourd'hui, tu ne fais pas un supermarché au Gabon, tu ne vas pas circuler sans qu'on t'arrête pour une photo, pour un autographe et tout ça. Donc, les choses ont pris. Après, mais avant ça, je me suis dit, quand je me suis donné les 3 ans, je me suis dit, les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est faire de son nom une marque. Je me suis dit, je dois faire de mon nom une marque si je veux. On va dire quoi? Être ce visage qui porte cette cuisine. Si je veux attirer les gens à mon restaurant, si je veux faire en sorte que les gens, on va dire quoi, pas apprécient, parce qu'après, c'est le goût qui détermine si on apprécie ou on n'apprécie pas, mais si je veux attirer des gens, il faut mettre la part. Et la part, c'est quoi? C'est faire de son nom une marque. Et aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à mon restaurant, même quand je ne suis pas là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le chef, il n'est pas là, son sous-chef, il est bon, ça. Mais nous, quand on vient au restaurant, le chef, on vient pour le chef. Pourquoi on vient pour le chef? On vient pour ce qu'il représente, on vient pour l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui m'ont vu évoluer. Ils m'ont vu partir de zéro pour être celui que je suis aujourd'hui avec un restaurant gastronomique. Donc, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, nous, quand on part au restaurant Le Chef Oumiel, on veut comprendre son histoire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il soit là? Pourquoi parmi tous ces cuisiniers qui existent, par exemple, c'est celui qui se démarque autant? Parce que j'ai compris l'importance de la communication. Il faut communiquer. Communiquer, il faut vendre son travail. Et je ne fais que ça. J'ai un service de communication. J'ai un photographe que je paye au mois. D'abord, je suis fan de photographie. J'ai 3 appareils photo. J'ai toute une équipe de communication. Donc, quand je dis les gars, on attaque, on va créer des concepts, on va travailler. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'ai pensé le restaurant, je me suis dit, le restaurant, ce n'est qu'une vitrine.
mais je ne veux pas vivre de ce restaurant. Parce que si toi, tu veux vivre de ton restaurant, tu dois faire ce que tout le monde aime. Et comme je sais que le restaurant, il va prendre, je pense, la deuxième année, comme là, nous sommes dans la deuxième année, troisième année, il faut au moins 1 an et demi, 2 ans pour que les choses se calment et afin qu'on puisse fonctionner très bien. Et parce que déjà, c'est l'éducation. L'éducation va prendre combien de temps? Combien de temps tu vas permettre aux gens de pouvoir apprécier, de comprendre le fait de se dire, aujourd'hui, il faut manger autrement. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le restaurant, il sera la vitrine, mais au-delà du restaurant, on va avoir des cantines. On va avoir, je sais pas, on va faire des coachings. On va développer d'autres restaurants. Et je reçois souvent, je reçois des appels des restaurants qui me disent, chef, on a besoin de vous. Mais est-ce que ça vous dérange pas de nous aider à booster notre cuisine et tout ça? Je dis, ça peut pas me déranger. Pourquoi ça peut pas me déranger? Parce que, vous savez, au contraire, je me challenge. Ma cuisine est comme personne. Ma cuisine elle est comme personne. Elle ne sera jamais comme la cuisine de ton restaurant. Mais ce qui est magnifique avec ça, c'est que je rentre dans les cuisines des concurrents. Je sais ce qui se passe chez la concurrence. Pourquoi? Parce que j'ai établi les cartes de la concurrence, parce que j'ai de la concurrence à développer cette cuisine. Donc forcément, quand j'arrive dans ma cuisine, je suis forcément plus meilleur. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai fait là-bas et je sais ce que je ne dois pas faire chez moi. Pourquoi? Et là, je me dis, je dois rester dans mon créneau. Et quand je suis chez les autres, par exemple, je fais une cuisine plus ouverte. Mais quand je suis chez moi, je fais une cuisine mystérieuse. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, par rapport à ça, on se dit, ça aussi, ça va nous rapporter des sous, parce qu'on va aider d'autres personnes à se développer. Ensuite, on aura des cantines qui vont nous apporter des sous. Et puis, on va faire des campagnes de communication avec des structures qui sont dans le besoin. Et donc, du coup, les clients qui viendront au restaurant, ils viendront au restaurant. Et donc là, par exemple, les premiers 6 mois, comme je disais, c'était compliqué. Vous allez faire une semaine, vous avez un client qui rentre, il regarde la carte, il ressort. C'est ça. Mais comme j'ai déjà été stratégique dès le départ, je me suis dit, les choses vont pas. Je ne me suis pas dit, je vais ouvrir le restaurant, les gens viendront comme ça. Non, je me suis dit, écoutez, le système est nouveau, ça va pas bien se passer dès le début, mais il faut tenir. Donc, il faut penser à autre chose. Et aujourd'hui, c'est super bien parce que quand on veut me voir, on sait que je suis le restaurant Chef au Miel. Et on sait aussi qu'on peut me retrouver sur à des restaurants partenaires. On sait. Et quand on me pose la question, pourquoi vous n'êtes pas dans votre restaurant? Écoutez, mon restaurant, c'est une vision. Et n'est pas un chef cuisinier. Et un chef cuisinier, celui qui fait aussi, on va dire quoi, qui fait en sorte que ses équipes arrivent à reproduire sa vision. Donc, j'ai un très bon sous-chef qui fait du bon travail, j'ai un bon service, ils arrivent à gérer même quand je ne suis pas là. Et les clients, qu'est-ce qu'ils aiment quand je suis là? Ils aiment, on va dire quoi? Là, en fait, vous parlez. Ils aiment savoir que je suis là, ils aiment le feeling, ils aiment ma façon de parler de la cuisine, de raconter mon histoire autour des plats. Parce que ce que je dis aux gens quand on vient dans un restaurant, c'est pas seulement pour se nourrir la pente. Il faut ressortir de là en se disant, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les tomates étaient ça. J'ai appris qu'on mangeait comme ça parce que ça. Et c'est justement le concept. Donc, du coup, ça va. Nous, on a compris que la communication, c'est la clé qui nous permettra qui nous permettrait de sortir de cette zone d'ombre. Donc, ce que je retiens en fait de vous trois, c'est que vous avez un peu une approche différente, mais je pense que ce qui reste en fait, de savoir comment faire justement découvrir, comment amener les gens à venir, c'est de votre côté à vous, c'est la communication et miser sur votre cuisine unique. Et pour Chef Olivia et Chef Aina, c'est vraiment essayer de toucher les plus jeunes et par là en fait à arriver à toucher en fait les gens qui sont autour en fait. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ça passe par l'éducation du palais, l'éducation des gens, l'éducation de nos concitoyens, en fait, parce qu'on propose des goûts et des choses dont ils n'ont pas l'habitude. Et également la communication, parce que je pense que c'est important que les gens connaissent et soient au courant que la cuisine africaine peut aujourd'hui être différente. Ce n'est pas forcément quelque chose de gras, ce n'est pas quelque chose de nocif, ce n'est pas quelque chose qui rend malade, c'est pas, voilà. Il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de préjugés, je pense, beaucoup de clichés sur les modes de cuisson, comme vous avez évoqué tout à l'heure, sur le gras, sur toutes ces choses-là. Et je pense que je suis contente d'avoir pu discuter avec vous parce que vous avez réussi justement à amener les gens ou du moins une partie des gens qui viennent dans vos restaurants à comprendre ça. Mais je pense que le travail est encore colossal et justement, le but de Ouj, c'est de trouver comment est-ce qu'ensemble, avec les chefs qui sont partants, justement, on peut arriver à un consensus, à quelque chose de commun, une vision commune
pour justement travailler ensemble, chacun dans nos pays, je pense déjà. Parce que comme on disait au début, c'est important de connaître son pays, c'est important de connaître ses régions, de connaître son patrimoine culturel et gastronomique d'abord, avant de pouvoir faire une cuisine africaine, faire de la cuisine togolaise ou malgache, ou etc. Donc, en fait, c'est trouver cette formule. Donc, en fait, je fais ce petit résumé-là pour qu'on puisse avoir cette réflexion-là, peut-être échanger sur ça plus tard, de comment est-ce que finalement, concrètement, comment faire pour concrétiser en fait ça. Est-ce qu'il faut faire une charte? Est-ce qu'il faut faire un livre? Est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas, un document audio ou écrit pour justement qu'on puisse arriver à trouver un mode de fonctionnement pour pouvoir, parce que je pense qu'on a un peu tous cette même vision-là, de parler de l'agriculteur, du volet diététique, du volet d'éducation pour la cuisine. Il y a beaucoup de choses en fait à faire et qui restent à faire, même si c'est commencé. Donc voilà, ce serait bien qu'on puisse tous avoir cette petite réflexion-là sur ce sujet et puis peut-être dans une prochaine conférence pouvoir en discuter. Je salue au passage encore Chef Amada qui est là parce qu'on a beaucoup discuté sur ce sujet-là. Et voilà, je pense que tous ensemble, je pense qu'il y a de belles choses à faire, de pouvoir justement réfléchir, à pousser la réflexion encore un peu plus et puis se retrouver pour parler de ça. Donc, je fais cette petite conclusion-là avant de passer aux questions de Olivia, pardon, qui a des questions à vous poser à tous et à toutes. Et puis, je reviendrai pour le mot de la fin. Voilà. Très bien. Merci, Chef Alison. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, Chef Omiel. Bonjour, Chef Olivia. On porte le même prénom. Bonjour, Chef Aïna. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ma première question est pour Chef Omiel. La question est par rapport à votre voyage et la question se situe comme suit. Est-ce que le voyage que vous avez fait au Gabon se traduit par un livre de recettes ou est-ce que vous avez un projet de livre de recettes ou de... Voilà. Déjà, je vais répondre rapidement. Allô? Oui, je peux répondre maintenant ou il faut patienter la fin? Oui, allez-y. Oui, okay. Allez-y. D'accord. Donc, l'objectif de la tournée nationale était de pouvoir me permettre de réaliser une cartographie culinaire et un livre de cuisine qui retrace l'art culinaire gabonais et un livre de cuisine qui sera basé sur 2 volets, tradition et modernité. D'un côté, on aura le plat de la maman traditionnelle et le plat revêtu du chef. On se dit, le plat de la maman traditionnelle, par exemple, généralement, en faisant le tout, c'est 2 heures, voire 2 heures et demie. Et le plat revêtu du chef, c'est dans les 30 minutes, voire 20, 25, ça dépend du plat à réaliser. Et se dire, on a un livre comme ça, qui présente un peu les cuisines du Gabon, et se dire qu'on a le choix entre la cuisine traditionnelle et la cuisine moderne. Et si je fais ça un peu. En gros, c'est ça le projet sur lequel je suis. D'accord. Chef Aïna, est-ce que vous proposerez des actions pour améliorer la visibilité de la gastronomie dans les différents pays africains et dans vos propres pays? Pour améliorer la gastronomie, ça dépend de ce qu'on entend par améliorer. Mais pour avoir une visibilité et pour permettre au plus grand nombre de le connaître, je pense que ça passe obligatoirement par la transmission, c'est-à-dire former, et ça passe obligatoirement aussi par la transmission de ce qui existe. Pour moi, ça reste la base. Je suis vraiment à mes débuts par rapport à ça, mais pour moi, on ne peut pas passer autrement que par cette transcription-là. Et cette transcription-là ne peut pas se faire comme ça, juste des recettes, mais comme il le disait si bien, Chef Onel, c'est que cette transcription-là passe obligatoirement par aller chercher à la source vraiment et comprendre. Et à partir de là, je pense, une fois qu'on aura transcrit, mais ça dépend de la transcription. On peut entendre la transcription, c'est-à-dire un livre qu'on fait suite aux synthèses qu'on a pu avoir à l'instant T, au constat, mais je vais pousser encore plus loin parce que ça, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin dans le sens où aujourd'hui, un jeune malgache, par exemple, qui a envie d'apprendre la cuisine malgache
existe-t-il une école malgache avec les modes de cuisson, avec les recettes malgaches qui permettent de le faire? Voilà. Donc, cette question-là, d'ordre général, sur la majorité des pays d'Afrique, on n'a pas. On n'a pas en face. Et donc, je pense que nous, aujourd'hui, on initie cette démarche. Mais dans l'idéal, si vraiment, pour répondre à la problématique du jour, c'est-à-dire comment structurer ensemble, je pense que ça passe nécessairement par cet état des lieux, ce constat à l'instant T, et ça passe par cette création de bases culinaires, entre guillemets, correspondant à chaque pays et un langage commun aussi à l'Afrique, parce qu'on s'en rend compte qu'on a des plats qui sont presque communs. Et donc, il y a aujourd'hui, quand on regarde un référentiel de cuisine français, de la gastronomie française, qu'on apprend, qu'on utilise à l'école, quand on fait CAP, le BAP ou le bac, c'est un seul référentiel avec le vocabulaire qui correspond, avec les différentes techniques, avec les produits, comment travailler les différents produits, et avec aussi les dérivés. Je ne vois pas pourquoi nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, aujourd'hui, on ne tend pas à mettre en place notre propre référentiel en fonction de nos produits, de nos cultures, de nos modes de cuisson, etc. On a des richesses, mais vois-tu, en voilà, il y en a énormément, mais on ne les transcrit pas. Donc, demain, on disparaît. Demain, nos parents disparaissent. Demain, des chefs qui le font disparaissent. Qu'est-ce qui reste? Rien. Rien du tout. Donc, si on ne prend pas vraiment conscience de cette transcription qui est nécessaire et cette transcription qui doit être structurée, qui correspond à l'Afrique, après, on peut faire toutes les cuisines qu'on veut à partir de là. Mais elle doit être inscrite, celle-là. Et c'est celle-là, je pense, qui est vraiment l'objectif principal et la base, je dirais, qui va nous permettre ensuite de pouvoir dire, ben voilà, on peut prétendre que la gastronomie africaine aujourd'hui, n'importe quel pays dans le monde a envie de l'apprendre, a envie dans des écoles de cuisine africaine. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas à ça parce qu'on ne s'est pas pris en main, on ne s'est pas structuré. Et moi, je ne dirais pas que c'est négatif, tout ce qui reste. Au contraire, c'est positif. Il y a tout à faire. Et voilà, c'est ça. Il faut structurer, en fait. Maintenant, il faut faire toute la démarche pour structurer, pour construire. Mais la question aussi, c'est que aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir se structurer et utiliser nos propres produits et continuer dans cette transmission, de faire la promotion de nos agriculteurs, de nos produits, de nos recettes, quand vous êtes à l'étranger, c'est difficile aussi parce qu'on peut être face à un lobbying qui est sur place dans votre pays qui ne permet pas que le produit puisse être transformé et exploité et promu. Donc, il y a aussi cette difficulté-là. Et la grande question, c'est comment faire pour trouver un équilibre, pour continuer quand même à avancer, pour pouvoir arriver à cette structure qui tient, qui est basée sur la différence et l'excellence. Pourquoi pas? Après, c'est un souhait très profond chez moi. C'est important. C'est vraiment important. Merci beaucoup, chef Aïna. Ma prochaine question est pour chef Olivia. Et la question est de Flavia Edingui. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Elle aimerait savoir, selon vous, comment les chefs cuisiniers doivent s'organiser, comment les chefs doivent se mettre ensemble afin de montrer aux Africains le visage de la gastronomie, en fait. Chef Olivia. Allô? Allô? Chef Olivia? Apparemment, on a beaucoup de soucis de connexion. Je pense qu'on peut poser la même question à Chef Omiel ou à Chef Aïna, c'est pas grave. Voilà. Oui. Voilà. Quelles sont vos idées sur la question, chef Omiel, chef Aïna? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment les chefs cuisiniers doivent se mettre ensemble afin de montrer aux Africains le visage de la gastronomie? Je peux répondre? Allô? Oui, allez-y. Oui.
par quoi on doit commencer? Je pense que c'est la question à se poser pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de concret et qui est durable, parce qu'il y a la notion de durable qui est super important. C'est-à-dire que toutes les générations à venir vont pouvoir puiser les savoir-faire qui se trouveraient dans ce référentiel. Moi, je dirais il faudrait déjà commencer par effectivement le constat que je disais tout à l'heure, mais aussi un constat par rapport à aujourd'hui. Quelles sont les expertises que nous avons et qui a ces expertises? Quelles sont les personnes qui ont ces expertises? Je pars toujours du principe quand vous voulez faire quelque chose, vous faites appel à plusieurs expertises et vous regardez selon vos compétences, quelles sont vos expertises et selon ceux qui se partagent la même vision que vous, qui auraient éventuellement les mêmes expertises que vous ou les autres expertises qui vous manquent. Je pense que quand on va, je dirais, comment dirais-je, les lister, savoir qui c'est, à partir de là, en fonction de la volonté de chacun, on peut se dire, écoutez, on travaille sur tel thème et on va se mettre autour d'une table. Et on va échanger nos idées, on va échanger nos expériences et on va essayer d'en tirer quelque chose pour pouvoir répondre à un point bien précis. Pour moi, c'est comme une chaîne avec différents maillons où chaque maillon correspond à une étape qui est cruciale pour arriver à tenir et à être durable et arriver à cet objectif-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut commencer par ça, quand on dit structurer, savoir déjà ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, et accepter aussi de l'aide d'autrui. Donc, si les compétences ne sont pas malgaches sur tel domaine, mais qu'un Gabonais a les compétences sur tel domaine, pourquoi pas travailler ensemble pour arriver à ça? Je suis ouverte à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit si on veut avancer, parce que ce qu'il faut, l'objectif, il est commun. C'est comment peut-on structurer l'Afrique, la gastronomie africaine, pour arriver à sortir ce quelque chose qui va être pérennisé et qui va être transmis de génération en génération et qui va rester. Ouais. Chef Olivia, vous partagez le même avis? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Ok. Oui, je partage, oui. Je crois que le choix des trois, là, c'était le bon choix, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est ça, je ne peux rien dire de plus. Je partage exactement le même avis et il faut vraiment qu'on essaye de surpasser, du moins de dépasser les on-dit et les... il faut le faire. Il faut se tenir les coudes, il faut se mettre ensemble et je ne sais pas quand, comment, mais on va le faire. On va le faire, on va s'engager à le faire et pour que notre cuisine soit vraiment pour nous déjà qu'on la remette en avant et que... Mais c'est une question de volonté, hein. C'est une question de volonté parce que quand c'est quelque chose qui doit être fait, l'univers pourvoit. L'univers pourvoit. Donc, c'est une question de volonté. Donc, ceux qui sont prêts à ça, on est sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il faut juste après poser les bases. Et je pense que c'est ce que vous faites aujourd'hui avec les émissions que vous avez mis en avant et de nous permettre déjà de nous rencontrer au travers de cette émission, donc d'avoir des idées, de rassembler des personnes qui ont les mêmes idées. Là, vraiment, le choix d'aujourd'hui est vraiment cohérent. Et donc, si on est déjà 3, c'est qu'il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Oui, c'est sûr. Il y en a plein d'autres. Ouais. On recrute. Oui. Alors, j'ai une dernière question. Parce qu'il est déjà presque l'heure. Mais la question est de Le Camois. J'espère que j'ai bien prononcé. Je m'excuse, toutes mes excuses si je prononce mal les noms. La question est au chef au miel et il aimerait savoir pourquoi ne pas faire entendre vos talents et vos initiatives aux écoles de formation pour plus vite rentrer dans le vif du sujet culinaire. Votre micro, chef au miel, il est coupé.
Allô? Votre micro est coupé, en fait. On ne vous entend pas. Réactiver le micro. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, ça y est. Ok, Oui, ok, parfait. maintenant, oui. Ok, super. J'ai été contacté par une école au Gabon qui voulait justement que je puisse être, on va dire quoi, être un ambassadeur de l'école, parce qu'il était question pour l'école d'essayer d'inciter les jeunes à se dire aujourd'hui la cuisine n'est plus considérée comme cette voie de garage. La cuisine aujourd'hui, c'est un métier noble. Et, les cuisiniers aujourd'hui sont considérés comme des stars parce que, pourquoi, quand je dis star, c'est, non, je vais même pas, je vais aller au-delà de star parce qu'une star, c'est éphémère. Mais je vais aller sur artisan. Pourquoi? Parce qu'un artisan, il dure. Et du coup, on a commencé dans ce sens, mais après, c'est plutôt des écoles qui sont basées sur des cuisines étrangères. Et je me dis non, je ne peux pas, moi, c'est-à-dire que dépenser mon énergie inutilement. Et je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et là, j'ai pensé, parce que dès le départ, vous savez, durant ces 3 ans, je me suis donné une vision. Ma vision, c'est de dire une école de cuisine, un restaurant et un service traiteur. Mais quel est les rouages que je vais emprunter pour atteindre ces objectifs? Et je me suis dit, normalement, il faut commencer par quoi? Il faut commencer par faire une tournée. Ensuite, il faut ouvrir un restaurant. Il faut s'imposer. On lance un livre de cuisine, une cartographie culinaire. Et au-delà de ça, une fois on a fixé les pratiques, les variantes d'usage et tout ça, à ce moment, on peut penser école de cuisine qui mettrait en avant, on va dire quoi, la cuisine africaine, dans sa globalité. Et donc, du coup, c'est un peu le trajet, c'est le combat actuel. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre avoir une école africaine, une école gabonaise, si par exemple, derrière, on ne sait même pas ce qu'on mange dans la province à côté, sur la province à côté, du coup. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire. Et on est justement sur la bonne voie et ça sera pour 2022. Ça sera fin prêt, cette période. D'accord. J'aimerais également savoir, la question est pour tous les chefs. Selon vous, est-ce que vous pensez que la gastronomie africaine manque de valeur de nos jours? Et si tel est le cas, quel est selon vous qu'est-ce qui peut rapporter à la gastronomie sa vraie valeur, la valeur qu'elle a perdue, si elle manque de valeur? Mais moi, je peux? Oui, allez-y, chef Elvia. Oui, allez-y. Qu'elle manque de valeur? Non, elle ne manque pas de valeur. C'est que nous-mêmes, indépendamment dans nos pays différents, donc l'Afrique déjà, il faut souvent préciser aux gens que l'Afrique est un continent avec 54 pays, d'accord? Déjà à la base. Donc, si nous, chaque Africain, chaque chef africain, et dans chaque pays africain, il y a plusieurs chefs. Il y a des chefs connus qui se sont mis eux-mêmes en avant, qui ont été mis en avant, et il y a des chefs moins connus qui eux-mêmes Moi, j'ai eu à embaucher des chefs togolais qui sont pas restés longtemps parce qu'ils ne voulaient pas faire de cuisine togolaise. Ils ne voulaient pas la revisiter, ils ne voulaient pas travailler autour de la cuisine togolaise et la remettre en avant. Pour eux, quand je leur demandais, quand tu te lèves le matin, tu as envie de manger quoi? Ah, spaghetti bolognaise. Je dis, ah bon? Moi, je suis pas. Donc, voilà, quand je fais une interview pour recruter des chefs, les chefs togolais, ils ont envie de faire de la cuisine étrangère, de la cuisine française, de la cuisine ceci. Pourquoi pas? Mais avant de faire pour les autres, fais pour toi. Et c'est mon problème aujourd'hui. Donc, si nous-mêmes, chefs, si à la maison, quand on veut pour les repas du quotidien à la maison, ce sont des cuisines africaines. On mange ce qu'on connaît, on mange notre base. Et de temps en temps, on a envie de l'améliorer et d'où on va au restaurant ou on fait venir un chef chez soi. On est d'accord. Et ça, partout dans le monde, c'est pareil. Et je leur dis, mais en France, on mange du fish salade, omelette, haricots verts secs tous les jours. Vous pensez qu'une famille française va manger je sais pas moi, des gambas flambées tous les jours? Les jours. Donc, il faut déjà nous remettre dans nos propres contextes, nous, Africains, essayer de revaloriser notre cuisine en la mangeant. Et comme disait Chef Omiel, et que je dis aussi, en la mangeant de façon saine. Parce qu'on la transforme de trop. Déjà, en y ajoutant des additifs,
déjà par rapport à la cuisson, déjà par rapport au choix des produits. Notre cuisine, on l'a nous-mêmes détruite. On est en train nous-mêmes de la détruire en la transformant avec trop d'additifs. Donc, respectons notre cuisine, revenons à notre cuisine de base, respectons les temps de cuisson, respectons les assemblages. Hein. Oui, on peut revisiter des cuisines, mais on peut le faire dans le respect quand même de la recette. Une recette, on la refera jamais pareille. La recette de grand-mère, de ta grand-mère, eh ben c'est pas ma grand-mère. Pourquoi tu veux que je refasse la même recette qu'elle? Moi, j'ai recommencé depuis quelques mois, depuis que je suis revenue sur Lomé, j'ai recommencé à cuisiner dans des marmites en terre. Donc, on rentre dans ma cuisine, j'ai une cliente qui m'a dit « Ah, vous cuisinez dans des marmites en terre ?» Je dis « Ben oui, pourquoi, il y a un problème ?» Elle dit vous cuisinez dans quoi? Elle dit dans l'inox. Je dis c'est bien, l'inox c'est bien, mais je suis pas sûre qu'elle cuisine dans l'inox. Elle cuisine dans de l'alu et puis elle croit que c'est de l'inox et puis et puis on sait ce que ça entraîne. Voilà, alors on sait ce que ça peut entraîner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. La casserole en terre, au moins on sait qu'il n'y a pas de... Mais je vous promets, je me suis fait faire des cocottes en terre et c'est génial. Même pour le temps de cuisson, justement, on met un petit feu, on met un feu, ça prend le temps de cuire parce que le temps que la cocotte se chauffe, même elle-même, et ben le produit, non mais moi je suis en train de redécouvrir, ou même de découvrir, parce que je ne connaissais pas ça, je suis en train de découvrir une autre façon de cuisiner depuis que j'utilise mes cocottes. Et même pour faire tout, hein, je fais griller, revenir mes gambas, je fais un steak, je fais tout dedans. Et je suis heureuse. Donc, c'est à nous-mêmes de se remettre en avant et de respecter notre cuisine, de nous respecter, quoi. Et entre nous aussi, d'arrêter de nous taper dessus, hein, d'arrêter de critiquer. Non, on ne peut pas être tous d'accord, on ne peut pas être tous sur la même longueur d'onde, mais on a quand même un point commun. On est africain, on aime ce qu'on fait et on aime notre continent, j'espère en tout cas. Donc voilà, moi c'est la réponse à ça, quoi, à cette question. Chef Aïna voudrait dire quelque chose avant que... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Effectivement, quand on dit qu'on va travailler, il faut que pour que ce soit constructif, effectivement, les critiques doivent être des critiques positives. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend ça, on avancera. Et il y a un autre point aussi qui est important, c'est que, comme elle disait, elle redécouvre les modes de cuisson matériel, parce que c'est super important, le matériel, c'est la base, comme les produits. Effectivement, de redécouvrir tout ça, de l'essayer, de l'adopter, c'est ce qui va nous permettre aussi à chacun de nous de s'adapter et de pouvoir en faire quelque chose. Et ça reste très, très sain au final. Donc, ça confirme encore une fois qu'on a vraiment une vraie richesse. Il ne faut pas être complexé de l'utiliser, de le faire, et qu'il faut continuer, persévérer et continuer. C'est notre message qui est important. D'accord. Je vais laisser la parole à Francis avant de terminer et de clôturer cette conférence. Je souhaiterais dire quelques mots. Donc Francis, si tu es parmi nous. Allô? 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 Bon, je pense qu'il y a quelques petits soucis de connexion, Francis. Il n'y a pas de connexion à Abidjan? Moi, je suis connectée. Hein. Bah oui, moi aussi. Francis. Déjà, en attendant qu'il arrive, je vais dire quelque chose rapidement. Oui, on vous écoute. Ce que je disais, c'est tout ce qui a été dit, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je pense que je vais juste rajouter qu'on renouveler ce genre d'initiative, c'est super. Et puis, penser à des cellules de réflexion
Oui, c'est ça. Important. Et puis récompenser ceux qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, il faut récompenser ceux qui travaillent, c'est très important. Ça permet de... C'est à mon tour, là, je sais. Oui, c'est à votre tour. Ah, il est de retour. Si la connexion marche. Ça marche ou pas chez moi? Oui, c'est bon, on vous entend, c'est bon. D'accord. Donc, je disais que... Oui, est-ce que vous m'entendez, Francis Boussoukout? C'est moi qui ai lancé Ouch. C'est très brillant ce que l'on fait, franchement, avec frisson. Merci beaucoup. Et en fait, nous, on a la dernière... C'est à mon tour, hein, Alissa? Oui, parce que c'est moi qui ai lancé Ouch. Et en fait, je suis très content, franchement. Francis, et en fait, Francis, on t'entend pas. On t'entend pas bien. D'accord. Alissa? Oui. Oui, là, c'est bon. Mais là, est-ce que là, vous m'entendez? Parce que là, Oui, là, c'est on va prier pour que Orange nous laisse le réseau. D'accord. Donc, je disais que je suis Francis Boussoukout, c'est Ouch, blablabla. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un dernier projet qu'on a lancé. On a lancé un dernier projet il y a 10 jours. Et en fait, c'est un inventaire des chefs francophones. En fait, on parle de l'Afrique francophone, de l'Ouest et centrale, on ne va pas au-delà. Mais l'idée, c'est d'avoir tous les chefs d'Afrique centrale, tous les chefs d'Afrique de l'Ouest qui parlent français et de les réunir dans un livre. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Un livre avec des recettes. En fait, le chef, il y a une page où il se décrit et puis une deuxième page où il propose une recette. Et mais là, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire un livre sur l'Afrique de l'Ouest et centrale et on espère que demain, on pourra faire un livre sur l'Afrique du Sud avec Madagascar où on mettra en valeur les chefs. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on essaye de faire chez Ouch. Là, on a fait les conférences. On va en faire quasiment une fois par mois avec des chefs comme vous, les réunir pour les faire travailler. On a d'autres projets qui sont, pour l'instant, c'est secret, mais avec le chef Alison qui est en train de travailler dessus. On a Olivia de Campos, parce qu'on a plusieurs Olivia. Olivia de Campos qui est en train de travailler dessus aussi. Donc, on a plein de projets et on va vous faire plein de surprises cette année. Ça, c'est clair. On a plein de projets et on veut que tout ça s'améliore. On a des réflexions aussi avec les chefs antillais pour faire une conférence au sommet Afrique-Antilles pour réunir tout ce monde-là. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille, mais on va arriver étape par étape. Et puis, bon, on va essayer de boxer le Covid pour qu'il reparte d'où il vient. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire merci à tous. Hein. Merci vraiment pour... merci aux dames. Merci à Chef Omiel qui a essayé de se défendre. Hein. Et puis, Alison, je te lance, je te rends la parole. Merci. Alors, moi, je tiens à vous remercier pour votre présence et surtout, je voudrais vous demander de ne pas hésiter si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez des choses que vous aimeriez partager avec nous, des sujets que vous voulez qu'on aborde. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous dire. On a la plateforme pour discuter. On est ouvert à la discussion, à la réflexion. Donc, voilà, on est là pour ça et on est vraiment heureux de pouvoir être en contact avec autant de chefs, partager, discuter avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, on espère à une plus grande échelle pouvoir venir au Gabon, que vous veniez en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Togo, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre présence. Merci à vous. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, Allô. Savoir si vous voulez dire un petit mot de fin chacun. Est-ce que vous souhaitiez dire un petit mot chacun? Moi, je voulais savoir, Monsieur Boussoukout. C'est un nom gabonais. Ben oui, il est gabonais, c'est pour ça qu'il vous charrie depuis le début. Voilà. C'est pour ça. J'avais compris. Monsieur Boussoukout, ici, on est très, je suis très honoré de participer à l'initiative, c'est super. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Et puis, nous, on est en plein concert de casserole. Allez, je rigole, je dis juste ça pour rire. Mais sinon, merci encore. Merci encore. Et sur ce, soyez heureux. La vie est belle. Merci. Alice, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Okay. Bon, en tout cas, merci. Hein, merci de me joindre à ces conférences très intéressantes. On n'est pas rentré, c'est normal.
On n'est Ouais, pas ouais. ratés. Vraiment. Et Alison, en Côte d'Ivoire, on a des chefs ivoiriens Oui. qui sont à mettre aussi en avant. Bien Donc, sûr. j'espère que bientôt… On les a contactés, nous attendons Oui. des retours. On attend des D'accord. retours. Bon, ben, on va faire marcher le réseau et on va leur Mhm. dire, mais pourquoi tu réponds pas à Alison? Voilà, c'est ça. D'accord, Exactement, ok. il faut. D'accord, ok. Bon, parce que tout à l'heure, je discutais avec une de mes collègues et je lui disais, mais j'ai une conférence sur Auge et tout. Et bon, ben, je la rappelle tout à l'heure parce que c'est Voilà, quand même et puis tout le quelqu'un monde- qui pourrait être là. Tout le monde n'est pas référencé, donc c'est bien si les gens viennent vers nous aussi, comme ça on peut, parce qu'on est, Tout à fait. il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est bien s'il faut leur dire de venir vers nous avec grand plaisir. D'accord, ok. Bon, ben, en tout cas, merci pour tout et Merci je vous à souhaite vous. un bon week-end. À Merci bientôt. à vous aussi, à À bientôt. bientôt. À bientôt, chef Aïna. Attendez, ne partez pas. Ah, ça devient En la fait, dictature. on a réalisé, on a fait un dessin, on en a fait un dessin avec tous les chefs. Donc, je Oula. vous envoie ça par WhatsApp, d'accord? Ouh là là. Donc, une caricature. Ouh là là, Ok, en tout cas, caricature. Hein. Merci à Ok. tous, bon week-end, Merci. au revoir. Bon week-end, au revoir. Week-end à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.